Tandis que Guillaume le Conquérant instaurait la domination normande en Angleterre, une autre figure traversait les brumeux marais du Fenland avec une ambition différente. Il s'appelait Eroar le Vaillant, un noble anglo-saxon qui a résisté aux conquérants. Sa motivation était la vengeance pour la mort de sa famille assassinée. Il était le chef d'un groupe de guerriers défiants et un hors-la-loi aux yeux des Normands. Eroard est rapidement devenu un symbole de la résistance locale, mais malgré toute sa renommée, il reste une figure insaisissable. Que savons-nous réellement de ce rebelle qui a osé défier la puissance redoutable de Guillaume et de ses armées? Les informations fiables sont rares, conservées principalement dans la chronique de Peterborough et dans la Gesta Erowardi. Cette dernière, une traduction latine du début du XIIe siècle d'un récit en vieil anglais aujourd'hui perdu, aurait été écrite par Léofric, un prêtre de la maison même d'Eroar. Au moment où il a été recopié, l'original avait déjà été endommagé et des sections manquantes ont été reconstituées. De la tradition orale, ce qui subsiste est un mélange de mémoire, de récits et d'histoires. Même l'origine de son épithète, le veilleur, est incertaine. Certains l'associent à un ancien mot anglais, pour vigilant, d'autres à une invention plus tardive d'une famille anglo-normande prétendant en descendre. Au XIVe siècle, il est clairement mentionné sous le nom de Eroard le Vigilant, bien qu'il ait aussi pu être connu comme le hors-la-loi et l'exilé. Avec le temps, certains aspects de son histoire ont pu se mêler à la tradition de Robin des Bois, ou l'inspirer. Pourtant, quelle que soit la légende, Eroard demeure dans l'imaginaire anglais comme un champion contre la tyrannie normande, parfois même salué comme le dernier des Anglais. Voici son histoire. Les premiers récits concernant la parenté de Eroshard se trouvent dans la geste de Heroward, où son père est Léofric de Borne. Heroward était un descendant d'Oslac d'York, l'Ealdorman qui détenait le pouvoir en Northumbrie en l'an 963, mais ses origines restent un sujet de débat animé. Certaines traditions affirment que ses véritables parents étaient Léofric, le comte de Mercie, et sa célèbre épouse, Dame Godiva. D'autres théories proposent que Eroard était d'origine anglo-danoise, né d'un père danois. Sa naissance est généralement située autour de l'an 1035 pendant le règne de Knut le Grand. Si c'est le cas, Eroard aurait passé ses premières années sous l'ombre de la domination viking. D'abord sous Knut lui-même, puis sous les brefs règnes de ses fils Harold, Hereford et Artaknut. Et enfin, lors du retour du leadership anglo-saxon sous Édouard le Confesseur, le récit suivant concernant Eroard sera basé sur la Gestor Erawardi. Dans ses premiers récits, Eroard est décrit comme beau, généreux et courageux, mais aussi entêté et enclin à la malice. Son comportement indiscipliné a fini par causer tant de tensions que son propre père l'a envoyé loin de chez lui. Même alors, il n'a pas réussi à se corriger, et avec le temps, son père a fait appel au roi Édouard le Confesseur pour qu'il soit officiellement banni. Une sentence qui aurait été prononcée alors que Eroard n'avait que 18 ans. Accompagné seulement d'un serviteur loyal nommé Martin Pied-Léger, il voyagea vers le nord pour chercher refuge auprès de son parrain, Gisbert de Gand. Pendant son séjour, il tua célèbrement un ours norvégien captif. Impressionné par cet exploit, son parrain lui proposa de l'adouber chevalier, mais Eroard refusa, insistant sur le fait qu'il devait d'abord mettre davantage à l'épreuve son courage et son esprit. Sa réputation grandissante suscita l'envie parmi les autres chevaliers de la maison, qui tentèrent à plusieurs reprises, sans succès, de lui ôter la vie. Prenant conscience du danger, Eroard choisit de partir et entreprit un voyage en Cornouailles pendant son séjour chez un certain prince de Cornouailles. Eroard s'attira l'inimitié d'un homme nommé Rudkrout, qui espérait obtenir la main de la ferme du prince. Eroard se moqua de lui en sa présence, ce qui fit éclater de rire la jeune fille et poussa Rudkrout à le menacer de mort. Désarmé à ce moment-là, Eroard demanda un peu de temps, affirmant qu'il devait organiser la donation de ses biens terrestres à l'église. En réalité, il voulait simplement aller chercher son épée. Lorsqu'il revint, les deux hommes se battirent. Roufskab, réputé comme le meilleur guerrier du pays, ne fit pas le poids face à Eroard, qui lui porta un coup fatal à l'aine. Cependant, cet acte conduisit à l'emprisonnement d'Eroard, avec l'aide de la fille du prince. Eroard réussit à s'évader de sa prison,
et s'enfuit auprès du roi d'Irlande, au service duquel il se distingua rapidement par sa bravoure au combat. Quelque temps plus tard, alors qu'il se rendait de nouveau en Cornouailles, il reçut un message secret de la princesse cornouaillaise le suppliant de lui venir en aide. En réponse, il retourna incognito chez la princesse après s'être teint les cheveux en noir et se glissa discrètement à son festin de mariage. Là, il joua de la harpe et chanta avec tant de talent et d'émotion qu'il captiva toute la salle, au grand agacement du bouffon de la cour. Lorsque la mariée et son nouveau mari partirent enfin, Éroar agit rapidement. Il sauva la princesse et la remit saine et sauve à un prince irlandais, l'homme qu'elle désirait vraiment épouser. Éroar décida alors de rentrer chez lui, mais le destin le retarda. D'abord, il fit naufrage aux Orcades, puis de nouveau au large des côtes de Flandre, où il fut courtoisement retenu par la cour. Là, il adopta le nom de Harold et combattit vaillamment pour le compte du comte lors d'un conflit contre son voisin, un engagement au cours duquel sa véritable identité fut finalement révélée. Pendant son séjour en Flandre, une noble germanique fougueuse nommée Turfida, issue d'une riche famille de Saint-Omer, tomba amoureuse de Eroard avant même qu'ils ne se rencontrent, ayant entendu des récits de ses exploits héroïques. Lorsqu'ils se rencontrèrent enfin, l'affection fut réciproque, bien que leur lien provoqua la jalousie violente d'un autre chevalier. Lors de sa première nuit, il logea dans la même maison que Turfida. Éroar échappa de justesse à une tentative d'assassinat, se réveillant juste à temps pour se rouler sur le côté alors qu'une hache s'abattait, s'enfonçant dans son oreiller. Le meurtrier potentiel fut rapidement appréhendé et puni par la perte de son bras. Éroar allait bientôt jouer un rôle de premier plan dans 2 campagnes contre les forces frisonnes rebelles. Après cela, il allait bientôt rentrer chez lui en Angleterre. À son retour en Angleterre, Éroar apprit que le roi Édouard le Confesseur était mort. Harold Godwinson, son successeur, était tombé à la bataille d'Hastings en défendant le royaume contre Guillaume le Conquérant. Dans la foulée, Guillaume et ses forces normandes avaient soumis le pays, remplaçant ses comtes par des seigneurs normands et transformant l'aristocratie au point d'être méconnaissable. Le peuple a terriblement souffert, les champs ont été brûlés, des communautés dévastées et d'innombrables vies perdues. La conquête brutale de Guillaume a laissé Éroar sans famille et face à une patrie en ruine. Érovar rentra alors chez lui avec Martin, son fidèle serviteur, laissant sa jeune épouse aux soins de ses cousins. Déguisé, il rendit visite à un soldat qui vivait non loin du domaine familial. C'est de lui qu'il apprit la sombre vérité. Des envahisseurs normands s'étaient emparés des terres de sa famille. Son frère avait été tué en défendant leur mère, et sa tête tranchée avait été placée sur une pique à la porte de leur maison. Plus tard dans la nuit, alors que la maisonnée des soldats dormait, Éroar entendit les bruits de réjouissances alcoolisées venant de la direction de sa propre salle de festin. Lui et Martin se levèrent aussitôt et allèrent enquêter là-bas. Devant ses yeux, il trouva la tête de son frère exposée sur le poteau avec une grande délicatesse. Il la retira, l'embrassa et l'enveloppa soigneusement dans un tissu. Puis, poussé par le chagrin et la fureur, il fit irruption dans la salle. À l'intérieur, les Normands qui avaient assassiné son frère festoyaient. Érovar prit une revanche rapide et sauvage, abattant 15 hommes avec l'aide de Martin dans la foulée de sa vengeance audacieuse. Érovar gagna l'admiration générale des habitants et de nombreux dépossédés affluèrent sous sa bannière. Au même moment, de nombreux colons français abandonnèrent la région, sentant la résistance grandissante. Érovar se rendit ensuite à l'abbaye de Peterborough, où il fut fait chevalier par son oncle, l'abbé Brand. Peu de temps après, il apprit qu'un homme nommé Frédéric de Warenne cherchait à le capturer et à le livrer au roi. Érovar traqua et tua celui qui voulait le capturer, avant de retourner brièvement en Flandre pour laisser la situation en Angleterre se calmer. Se préparant à son retour éventuel en 1070, Érovar revint en Angleterre pour recevoir une lettre de l'abbé Thurston d'Ely, lui demandant de diriger le soulèvement anti-normand centré sur l'île d'Ely. Il prit la mer, mais en chemin il fut pris en embuscade par Guillaume de Warenne, le frère de Frédéric.
Erovar le frappa d'une flèche à travers sa cotte de mailles, le blessant, mais sans le tuer. À son arrivée au camp rebelle sur l'île d'Ely, Erovar fut chaleureusement accueilli par les moines et les rebelles, y compris Morcar, l'ancien comte saxon de Northumbrie, qui avait été dépossédé par Guillaume. En réponse, Guillaume rassembla une armée et tenta de franchir les défenses de l'île en construisant une vaste chaussée en bois s'étendant sur près d'1 mille et soutenue par des peaux de moutons flottantes. Lorsque les Normands lourdement armés tentèrent de traverser, la structure s'effondra sous le poids de leurs armures et de leurs chevaux. Un seul soldat, nommé Didier, survécut pour atteindre l'île d'Ely. Il fut capturé mais traité avec courtoisie. À sa libération, il reçut l'ordre de rapporter fidèlement au roi Guillaume que les rebelles étaient bien approvisionnés, bien armés et résolument organisés, et qu'il l'avait traité généreusement. Lorsque Guillaume reçut des nouvelles de la force des rebelles, l'un de ses conseillers normands proposa un plan plus sinistre. Faire venir une certaine vieille femme qui, par son seul art, pourrait briser tout leur courage et leur défense et les chasser de l'île. Terrifié, Guillaume ordonna à ses troupes d'encercler l'île d'Ely. Pendant ce temps, Hérouard, une fois de plus déguisé, cette fois en humble potier avec les cheveux et la barbe coupés court, s'éclipsa jusqu'à l'endroit où le roi et sa cour séjournaient à Chouan. Par hasard, il passa la nuit dans la même maison que la mystérieuse vieille femme. Là, il l'entendit parler en français et l'observa accomplir un rituel secret, communiant avec un esprit de l'eau locale à la faveur de la nuit. Le lendemain matin, Hérouard se rendit à la cour pour vendre ses peaux. Il faillit être reconnu, mais sa petite taille poussa les spectateurs à le considérer comme trop insignifiant pour être le redoutable chef rebelle. S'infiltrant dans la cuisine, il se retrouva bientôt mêlé à une bagarre et fut capturé, pour s'échapper à nouveau sous le couvert de la nuit. On dit qu'il a traversé Somersham, arrivant au camp rebelle sur l'île d'Ely à la première lueur du jour. Sans se laisser décourager, le roi lança une nouvelle tentative pour écraser la rébellion, ordonnant la construction de remparts. Hérouard infiltra une fois de plus le camp ennemi. Il se rasa la tête pour parfaire son déguisement. Il se joignait aux ouvriers, les aidant à construire pendant la journée, mais la nuit, il sabotait leurs efforts, incendiant chaque poste de travail qui avait été achevé. Néanmoins, malgré les efforts de Hérouard, après 8 jours, les Normands avaient construit une tour en bois à partir de laquelle la vieille femme, lourdement gardée par l'armée, avait l'intention d'intimider les Anglais avec ses malédictions. À la fin de ses incantations, elle fit un geste choquant et obscène, exposant son postérieur aux défenseurs en bas après avoir répété cet acte répugnant 3 fois. Ceux qui étaient cachés dans les marais environnants, dissimulés parmi les roseaux pointus et les ronces, mirent le feu à une partie de la tour. Poussés par le vent, la fumée et les flammes se sont précipités vers le camp du roi, semant le chaos. Dans le désespoir, le roi normand décida de s'emparer des terres de l'église pour récompenser ses partisans. Pendant ce temps, l'abbé et plusieurs comtes s'étaient enfuis déguisés, emportant avec eux les trésors de l'abbaye et les ornements sacrés. À leur retour, ils adressèrent une pétition au roi qui était stationné à Wishford afin de négocier la paix. Et ils révélèrent un passage sûr à travers les marais qui pouvait être utilisé pendant qu'Hérouard était parti chercher de la nourriture. Cependant, l'un des moines, nommé Edwin, informa secrètement Hérouard du complot, déjouant ainsi le plan du roi. Hérouard fut furieux en apprenant le complot et menaça de réduire Ely en cendres, mais les supplications du moine fidèle le retinrent. À la place, lui et les rebelles restants s'enfuirent dans les terres sauvages des Fens. Les rebelles poursuivirent leur résistance en tant que hors-la-loi dans les forêts du Northamptonshire, semant le chaos par le feu et l'épée. En réponse, le roi fit appel aux hommes de tous les comtés environnants pour rejoindre son armée. Hérouard était tellement effrayé d'être capturé qu'il ordonna à ses hommes de ferrer leurs chevaux à l'envers pour tromper leurs poursuivants. Selon le Gester, Hérouard apprit bientôt que Thurod, l'abbé normand de Peterborough, s'était joint à l'armée en marche. Dans un geste audacieux, il captura l'abbé et le rançonna pour une somme d'argent énorme. Furieux des tentatives de l'abbé de céder les terres de l'église,
les rebelles prirent d'assaut l'abbaye de Peterborough pour protéger ses trésors et ses reliques des Normands. Cette nuit-là, Héroard eut une vision de Saint-Pierre qui lui ordonna de rendre les trésors pillés le lendemain. Alors qu'ils tentaient de trouver leur chemin vers Stamford, lui et ses hommes se perdirent dans la forêt, mais furent guidés vers la sécurité par un loup et les lumières vacillantes des feux follets. Interprétant cela comme un signe de Saint-Pierre, Héroard restitua les trésors à l'abbaye. À cette époque, Terfrida avait renoncé au monde pour devenir nonne, tandis que Héroard recevait des émissaires d'une autre femme qui souhaitait devenir son épouse. Alftrude, la veuve du comte Dolphin, lui demanda de négocier la paix avec le roi pendant ces négociations. Héroard fut provoqué en duel par un homme nommé Hogar, ce qui conduisit à sa capture et à son emprisonnement. Pourtant, ses fidèles partisans le libérèrent lors d'un transfert entre châteaux. Finalement, son ancien Gola, la personne chargée de le garder en prison, persuada le roi Guillaume de négocier à nouveau, et Héroard fut gracié. Il passa le reste de sa vie dans une paix relative, laissant derrière lui un héritage de courage, de ruse et une légende durable. D'autres sources suggèrent qu'il a fini ses jours dans les terres sauvages et accidentées des Fennes, perdant la vie face à un groupe de chevaliers normands, quel que soit son destin final. Héroard le Veilleur eut un impact énorme sur la population locale, qui continua à visiter une construction en bois dans les Fens, connue sous le nom de Château d'Héroard. L'existence même d'Héroard n'est généralement pas contestée, mais le récit de sa vie, en particulier tel qu'il est raconté dans la Gesta Hérowardi, contient presque certainement des embellissements, des exagérations héroïques et une part de pure fiction. La présence d'Héroard sur l'île d'Ely est solidement attestée par des documents contemporains, y compris une annale pour l'année 1071. Dans la chronique anglo-saxonne, qui mentionne également son rôle dans le pillage de l'abbaye, les premières sources révèlent peu de choses sur lui en dehors de sa direction du dernier groupe de résistants anglais. Le Domesday Book rapporte qu'un homme nommé Héroard possédait des terres dans les paroisses de Witham-on-the-Hill, dans le sud-ouest du Lincolnshire, sous la seigneurie de l'abbaye de Peterborough. Puisque les possessions monastiques étaient souvent dispersées dans de nombreuses paroisses, la position exacte des domaines d'Héroard reste incertaine, bien qu'ils aient dû se trouver quelque part dans le sud du Lincolnshire. Bien que sa rébellion ait finalement échoué, elle demeure un témoignage de la résilience et de l'esprit combatif des anglo-saxons face à un ennemi normand de plus en plus puissant. Héroard était un outsider engagé dans une lutte désespérée contre une force écrasante et un ordre politique en rapide mutation dans les îles britanniques. Pendant des siècles, son histoire est tombée dans l'oubli, tout comme les personnes qu'il avait connues. Pourtant, à l'époque victorienne, Héroard et ses exploits audacieux sont revenus sur le devant de la scène grâce au roman de Charles Kingsley, Héroard le Réveillé, le dernier des Anglais. L'œuvre de Kingsley a contribué à élever Héroard au rang de héros national, le présentant comme l'une des grandes figures légendaires de l'Angleterre. Certains vont même jusqu'à penser que les récits du courage et de la vie d'hors-la-loi d'Héroard ont pu inspirer plus tard les histoires de Robin des Bois, une autre figure héroïque vivant en dehors de la loi tout en résistant aux injustices des puissants. Merci infiniment à tous mes membres. Votre contribution est précieuse pour la continuité de la chaîne et je vous apprécie tous énormément. Un remerciement spécial à John Seitz. J'espère que vous avez tous apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau portrait historique.